Merci Jean-François de nous céder le microphone en ce mardi après-midi. J'ai le plaisir d'avoir avec moi nul autre que Pierre-Paul Bézile Lacasse de Lacasse et Associés. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Pierre-Paul, on va tomber sur un sujet extrêmement intéressant et je dirais encore une fois, c'est un sujet quand on planifie mal nos affaires qui peut être drôlement embêtant pour certaines personnes. On va parler de succession, mais de succession insolvable. Oui, tout à fait, parce qu'il y a, évidemment, quand on a une succession, quand quelqu'un décède, automatiquement, il y a des gens de la famille qui vont devoir gérer ça. Évidemment qu'on pourra parler de testament et tout ce que ça implique, mais essentiellement, c'est qu'il y a deux possibilités quand il y a une succession. C'est que la succession soit solvable, c'est-à-dire qu'elle ait plus d'actifs que de dettes. Et que là, à ce moment-là, on s'en occupe, on vend les actifs, on liquide les actifs, on paye les dettes, et on verse l'excédent après ça aux héritiers selon les volontés du défunt, évidemment. C'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Mais qu'est-ce qui se passe quand la succession a plus de dettes que d'actifs? Et c'est là qu'on rentre en ligne de compte. OK. La succession plus de dettes que d'actifs, ça veut dire qu'on peut tout simplement décider de la laisser de côté et dire non, on ne touche pas à ça, on va ailleurs. C'est ce qui se passe dans la majorité des cas, malheureusement. Pourquoi je dis malheureusement? C'est que quand on renonce à une succession, il y a différents impacts. Les héritiers ont quand même à faire les recherches testamentaires pour voir y a-t-il un testament. Donc ça coûte des frais. Il y a quelqu'un quelque part qui va payer ça. Après ça, il faut regarder, on constate, exemple, on fait un petit bilan rapide, on constate qu'il y a plus de dettes que d'actifs. Donc chaque personne doit renoncer. Donc, encore là, c'est un document qui est fait avec le notaire juridique qui coûte des frais. Fait que si on est 8 héritiers, on a 8 documents à payer. Oh. Donc, et on a aussi les frais funéraires à payer parce que typiquement, s'il y a un décès et qu'on a une succession solvable, on va se servir des fonds de la succession pour payer les frais funéraires ou quelqu'un va les payer mais va se faire rembourser par la succession dans un deuxième temps. Donc, ça, c'est le processus normal. Mais quand il n'y a pas d'argent ou que les gens vont renoncer, il faut payer ça. Donc là, les gens se retrouvent à payer recherche testamentaire, payer la renonciation, payer frais funéraires, et ça peut venir un fardeau qui coûte plusieurs milliers de dollars. Et il y a toutes sortes d'enjeux aussi. La renonciation, pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle soit faite dans les 6 mois. Puis des fois, tout le brouhaha qui est amené dans un décès, puis l'aspect deuil et tout ça, qui est très facile à comprendre, fait que 6 mois, ça vient vite. Donc, il peut y avoir des acceptations présumées de la succession. Fait qu'il y a un paquet d'embûches potentielles. Puis des fois, les gens ne rencontrent pas leur notaire 2 semaines après le décès. Des fois, ils vont le rencontrer 1 mois, 2 mois, 3 mois après le décès. Fait que tout ça amène des risques potentiels pour les héritiers et amène des frais pour les héritiers quand on renonce. Puis c'est pour ça que je veux parler aujourd'hui d'une solution qui est 1000 fois meilleure que la renonciation, qui est pas toujours applicable. Donc, c'est pas parce qu'on en parle aujourd'hui, vous allez voir pourquoi, que c'est toujours ça qu'il faut faire, mais la majorité des renonciations pourraient être évitées. Et c'est pour ça qu'on rencontre beaucoup les notaires pour les former à ce niveau-là. Il y a des notaires qui sont très aiguisés sur ce volet-là. Il y en a d'autres qui ont moins l'habitude de le faire, mais chaque notaire devrait avoir dans sa checklist, avant de renoncer, c'est-tu un dossier qui peut être mis en faillite parce que c'est à l'avantage de tout le monde, du notaire, des héritiers et de la gestion de la succession comme telle. Si on met le dossier en faillite, comment que ça se passe? Parce que là, si on met le dossier en faillite, c'est donc le solde est négatif. Il n'y a pas d'argent qui va sortir de ce dossier-là en principe. C'est là que ça devient intéressant parce que une renonciation, même s'il y a des actifs, je vais prendre un cas extrême, extrême, un cas qu'on voit des fois, la personne elle a 50 000 $ de dette sur des cartes de crédit, mettons, puis elle a 10 000 $ d'actifs dans un compte de banque. On va mettre ça hyper simple. OK. À ce moment-là, les héritiers veulent pas accepter ça parce que s'ils ramassent le 10 000, ils vont devoir payer le 50 000. C'est pas un bon deal. OK? Donc, à la place, c'est là qu'on va arriver avec la mise en faillite de la succession. Et si on ne fait pas ça, là, les héritiers, comme j'ai dit tantôt, vont avoir payé recherche testamentaire, vont avoir payé les frais de renonciation au notaire pour faire les enregistrements de la renonciation et vont payer frais funéraires. La beauté de la chose, quand on met une succession en faillite, c'est que moi, comme syndic, je me fais nommer par le biais d'une requête liquidateur, on va dire, de la succession, et à ce moment-là, je peux rendre le 10 000 $ et avec ce 10 000-là, payer des choses. Et qu'est-ce que la loi me dit de payer en premier? Elle me dit de rembourser tous les frais qui auront été payés au notaire. Donc là, on parle des frais de renonciation s'il y en a eu, des recherches testamentaires, la consultation avec le notaire. On paye tout ça. On paye quoi aussi? On paye les frais funéraires. Donc, les héritiers qui ont payé, exemple, 3 000 à 4 000 de frais funéraires,
on paye tout ça. Et évidemment, on va payer nos honoraires à nous. Fait avec, exemple, là, je prends un exemple qu'on a 10 000 dans le compte, ben avec le 10 000, là, on va se trouver à tout rembourser les héritiers qui ont payé des frais. Donc, déjà là, c'est nettement supérieur comme solution à la renonciation. On va payer les frais de syndic avec cette même argent-là. Et après ça, ce qui reste, mettons qu'il me reste 3 000 après avoir payé tout ça, bien, ce 3 000 $-là va être réparti équitablement dans le 50 000 $ de dette qu'on avait au début. Donc, c'est à l'avantage des héritiers parce qu'on rembourse les frais funéraires, frais de notaire et tout ça. C'est à l'avantage du notaire parce que le notaire est payé rapidement pour son travail. Puis, c'est à l'avantage de tout le monde parce que si on faisait pas ça, qu'est-ce qui se passait? Ben, on renonce, et là, on envoie un dossier, ça gère par Revenu Québec, puis là, à ce moment-là, c'est un dossier qui va être ouvert dans 1 an et demi, et là, le gouvernement va ouvrir ça, puis il va regarder, OK, c'est quoi les actifs, vont prendre ça, puis ils vont gérer le dossier, vont réouvrir le dossier pour poser des questions, pour s'assurer que personne n'a fait de geste d'acceptation et tout ça, et c'est là que, des fois, il y a eu des erreurs qui fait que les gens vont avoir des problèmes. Donc, c'est une façon de protéger d'erreurs les héritiers, puis c'est une façon de rembourser les frais aux héritiers, puis c'est une façon qui permet de liquider puis de régler la succession beaucoup plus rapidement. Puis là, je parle juste d'un avantage dans ce que je viens de dire. Là, ouais, on vient de voir un avantage. Tantôt, en ouverture, on disait, ouais, dans certains cas, c'est avantageux, dans d'autres cas, ça ne l'est pas. Dans quel type de cas ça pourrait ne pas être avantageux? Ben, le seul cas que c'est pas avantageux, c'est un cas dans lequel on n'a pas du tout d'argent dans le dossier parce que si, exemple, on n'a aucun actif puis qu'on a 20 000 $ de dette, ben là, il n'y a pas d'argent. On peut pas, en le mettant en faillite, je peux pas prendre l'argent pour payer les frais funéraires, il n'y a pas d'argent. Je peux pas prendre l'argent pour payer les frais de notaire, il n'y a pas d'argent. Et là, en plus, il faudrait que je paye les honoraires du syndic parce qu'il faut faire le travail de requête et tout ça, il n'y a pas d'argent. Donc, dans ce temps-là, ça va coûter moins cher de renoncer parce que tant qu'à payer pour mettre en faillite, on le fera pas. Le seul temps où on va faire ça, c'est quand des fois il y a des gestes d'acceptation, où il y a eu des mouvements de fait, où on n'a pas rempli toutes les obligations, où on a d'autres raisons juridiques qu'on voudrait mettre en faillite. Il peut y avoir des avantages des fois où les gens vont même payer mettons 2 000 $ de frais pour mettre une succession en faillite parce qu'il y a des avantages qui vont permettre d'être plus importants que les inconvénients. Donc, quand je parle des avantages de la faillite, là, c'est qu'on diminue en fait, on n'a pas à gérer la succession, donc on n'a pas à faire les rapports d'impôts puis à produire toute la paperasse que ça prend de gérer une succession. Ça donne aussi une certaine protection de la responsabilité des différents intervenants, un petit peu comme je viens de dire. Cette protection-là est très, très spécifique et doit être nuancée et bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, puis ça, j'en parle avec les gens, c'est un peu plus complexe. Ça règle un autre gros avantage, là, c'est que ça règle rapidement les problèmes des biens indivis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'exemple, une maison qui est dans un patrimoine de quelqu'un qui décède, OK? Monsieur décède, madame, elle regarde ça, puis c'est elle l'héritière, puis le monsieur a 150 000 $ de dette, mais ils ont une maison ensemble avec une hypothèque. Ben moi, ça m'est arrivé de dire, bon, ben OK, la part de monsieur qui est dans la succession de monsieur, on va la vendre à madame, et ça, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu transférer des actifs rapidement à une juste valeur marchande qu'on a pu évaluer vers madame. Et cette juste valeur marchande-là, ben, ça demeure une valeur de liquidation. Donc, c'est beaucoup plus rapide parce que si on attend après la renonciation pour régler ça, ben on se retrouve avec une maison qui est pas à nous. Donc, les refinancements hypothécaires, c'est compliqué tant que c'est pas réglé. Puis ça peut prendre 2-3 ans à se régler. Fait en faillite, là, moi, ça prend 3-4 mois, puis on a tout réglé ça. Là. On a vendu la moitié à madame, on a pris des ententes pour le paiement, on s'est assuré que l'hypothèque s'était réglée. Et donc, il y a une gestion des biens qui est vraiment, vraiment efficace, puis qu'on est capable aussi de garder les biens dans l'unité familiale en présentant des requêtes au tribunal dans ce sens-là, en étant transparent. Fait gros avantage pour rembourser les frais, gros avantage pour les biens qui sont indivis dans un contexte de succession insolvable. Et tout ce que je voulais dire, de régler les biens rapidement, là, tu sais, de décider qui achète quoi dans les biens de la famille, ça se fait très, très vite. Et on est capable de vendre des actifs qui ont peu de valeur aussi pour des montants nominaux qui permet de régler rapidement la succession. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup d'avantages. Puis je dirais le seul temps où on ne met pas en faillite, c'est quand il n'y a pas d'argent dans le compte de banque ou qu'il n'y a pas d'actifs du tout. Et là, à ce moment-là, ben, on n'a pas d'argent pour payer ce processus-là. Mais dès qu'on a, 2, 3, 4 000 là, d'actifs, ça vaut la peine de regarder si c'est une possibilité. Puis là, bon, ça c'est que les gens, on l'analyse, puis les gens, souvent, c'est le notaire et les héritiers.
Ma question qui vient me tilter, moi, c'est la dame en question. Là, on parle de l'hypothèque. Si on lui met l'hypothèque sur le dos au complet, puis qu'elle n'a pas les moyens de payer cette hypothèque-là, elle n'est pas capable de rencontrer les paiements de l'hypothèque. Ça peut arriver également, là, parce que quand son mari était là, il y avait probablement un revenu qui était là. Là, il n'est plus là. Oui. Ben, il y a deux choses. Des fois, dans ce cas-là, madame avait une assurance. Donc, il y avait une assurance vie qui a permis à madame d'avoir des fonds, parce que l'assurance vie, elle, si elle est adressée à madame spécifiquement puis qu'elle n'est pas aux héritiers, ben madame la reçoit puis ça ne fait pas partie des biens de la succession. Fait qu'à ce moment-là, madame a pu recevoir les biens, de l'argent des assurances au décès qui a permis de payer une partie de l'hypothèque et une partie de l'entente aussi qu'on a faite avec elle. Donc ça, c'est une chose. Sinon, ben ça peut arriver effectivement que madame aurait décidé de vendre l'immeuble parce qu'elle dit, ben regarde, je peux pas l'assumer tout seul, on va le vendre, on va payer les dettes, mais tu sais, ça, c'est dans les cas où les gens n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas d'assurance sur l'hypothèque, puis ils n'ont pas d'autres assurances individuelles, ce qui est, la majorité des gens ont pensé à ça, puis en ont des assurances. Mais s'ils n'en ont pas, effectivement, ça peut être un problème. Puis effectivement, des fois, les gens vont devoir vendre la résidence dans un contexte de décès. Mais ça, c'est vrai, indépendamment de succession qui est solvable ou insolvable. Là. Des fois, les gens sont pas capables d'assumer seuls le paiement d'une maison là, dans un contexte comme ça. Ouais. L'autre élément aussi que je voulais dire, que j'ai oublié tantôt, c'est que quand on met une succession en faillite, il n'y a pas d'impact sur personne au niveau du dossier de crédit. Là, parce que il y a des gens qui pensent que les héritiers peuvent être impactés ou que le liquidateur peut être impacté ou non, il n'y a rien de ça. Là. La personne qui est impactée sur le dossier de crédit est décédée, puis cette personne-là n'aura plus jamais besoin de son dossier de crédit. Donc, il y a vraiment aucun impact par rapport au dossier de crédit sur une faillite comme ça. Je m'attendais pas à dire ça un jour, mais finalement, c'est elle, la faillite payante. Oui, tout à fait. C'est une sorte de faillite qui peut être payante parce que on se trouve à cause de l'ordre des priorités, parce que la loi a décidé le législateur a décidé qui payait en premier, a décidé que les gens qui payent les éléments, tout ce qui est rapport au testament et ce qui est rapport aux frais funéraires, ils ont une priorité numéro 1 dans le top de la loi. Et donc, c'est grâce à ça que on peut effectivement faire une faillite qui va être payante parce que ça nous permet de redonner de l'argent aux héritiers. OK. Ça veut dire que là, si on fait un résumé, ça prend des assurances pour protéger nos proches au niveau des résidences, des biens, ces choses-là. Et que la faillite, à quelque part, va permettre aux gens de récupérer ça. Donc, est-ce que les notaires connaissent bien cette mécanisme-là ou c'est très limité? Je dirais que les notaires en Abitibi-Témiscamingue sont assurément les plus aiguisés là-dessus parce qu'on a été les formés un par un. Il y en a qui le sont plus que d'autres, mais je vous dirais que quand on regarde la quantité de dossiers qui se déposent au Québec, on a une très, très grande portion dans notre cabinet des successions insolvables, pas parce qu'il y en a plus en Abitibi, juste parce que les notaires ici sont plus allumés sur ça, parce que en les formant sur les avantages pour les héritiers, n'importe quel notaire qui pense à son client va vouloir utiliser cette mécanique-là. Fait que l'enjeu pour nous, c'est de développer le réflexe chez tous les notaires parce qu'ils sont pas formés dans cet aspect-là et connaissent mal ça. Donc là, c'est mon travail à moi de les former là-dessus parce que il y a trop d'avantages pour des héritiers, puis il y a trop de situations où les gens se retrouvent à payer des frais parce que quelqu'un décède pour justement pas être responsable de ses dettes. Puis ça, c'est assez désastreux à mon sens. Si on peut aider quelques familles en les remboursant les frais qu'ils ont payés à cause de ça, c'est vraiment plaisant. Puis il n'y a pas de désavantage pour personne parce que même les créanciers aurait pas plus été payé. L'argent a été au curateur, puis il y a une administration, puis il y a des frais à payer, puis ça dilapide les fonds pareils. Là. Fait que il n'y a pas de désavantage pour les créanciers non plus par rapport à la renonciation. Donc, c'est vraiment quelque chose à vérifier lorsque la situation se présente. Pierre-Paul, on est déjà rendu au bout du segment. Écoute, on va donner les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous rejoindre au 1844-LACASSE, peuvent nous écrire au info@lacasseSyndic.com, peuvent aller aussi sur notre Facebook, notre LinkedIn, nous écrire directement là-dessus aussi. On répond à toutes leurs questions. Génial. Merci encore une fois, Pierre-Paul, et on se donne un rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Denis.